Chapitre 1er de l'ordre suivant lequel la nature recommande les individus à notre soin et à notre attention. Chaque homme, disaient les stoïciens, est d'abord et principalement recommandé à son propre soin, et chaque homme est certainement sous tous les aspects plus susceptible et plus capable de prendre soin de lui-même que de toute autre personne. Chaque homme sent ses propres plaisirs et ses propres douleurs plus sensiblement que ceux des autres gens. Les premiers sont des sensations originelles, les seconds des images réfléchies ou sympathiques de ces sensations. On peut dire des premiers qu'ils sont la substance et des seconds l'ombre. Après lui-même, les objets de ses affections les plus chaleureuses sont naturellement les membres de sa famille, ceux qui vivent habituellement sous le même toit, ses parents, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Ils sont naturellement et habituellement ceux sur le bonheur ou le malheur desquels sa conduite doit avoir la plus grande influence. Il est plus habitué à sympathiser avec eux, il sait le mieux comment chaque chose est susceptible de les affecter. Sa sympathie avec eux est plus précise et plus déterminée qu'elle peut l'être avec la plus grande part des autres gens. Elle approche plus, en bref, ce qu'il sent pour lui-même. Cette sympathie et les affections qui sont fondées sur elle sont aussi par nature plus fortement dirigées vers ses enfants que vers ses parents, et sa tendresse pour les premiers semble généralement un principe plus actif que son respect ou sa gratitude à l'égard des seconds. Dans l'ordre naturel des choses, on l'a déjà remarqué, l'existence de l'enfant dépend entièrement du soin des parents durant un certain temps après sa naissance, alors que l'existence des parents ne dépend pas naturellement du soin de l'enfant. Aux yeux de la nature, semble-t-il, un enfant est un objet plus important qu'un vieil homme, et il excite une sympathie à la fois beaucoup plus vive et bien plus universelle. Il est bon qu'il en soit ainsi. On peut tout attendre, ou du moins tout espérer de l'enfant, alors qu'à l'ordinaire on ne peut attendre ou espérer que très peu du vieil homme. La faiblesse de l'enfance éveille les affections de la plus grande brute et du cœur le plus dur. C'est seulement chez celui qui est vertueux et humain que les infirmités de la vieillesse ne sont pas des objets de mépris et d'aversion. Ordinairement, un vieil homme meurt sans être regretté par quiconque. Rarement un enfant meurt sans que le cœur de quelqu'un en soit déchiré. Les premières amitiés, celles qui sont naturellement contractées lorsque le cœur est le plus susceptible d'un tel sentiment, sont celles qui lient les frères et les sœurs. Leur bonne entente, tant qu'ils demeurent dans la même famille, est nécessaire à sa tranquillité et à son bonheur. Ils sont capables de se donner plus de plaisir ou de douleur les uns aux autres qu'à la plupart des autres gens. Leur situation rend leur mutuelle sympathie de la plus grande importance pour leur bonheur commun, et cette même situation, par la sagesse de la nature, les obligeant à s'accommoder les uns des autres, rend cette sympathie plus habituelle et de ce fait plus vive, plus distincte et plus déterminée. Les enfants des frères et des sœurs sont naturellement liés par l'amitié qui, après la séparation en différentes familles, perdure entre leurs parents. Leur bonne entente favorise le plaisir d'une telle amitié, alors que leur discorde le troublerait. Puisqu'ils vivent toutefois rarement dans la même famille, et même s'ils sont les uns aux autres plus importants que la plupart des autres gens, ils le sont beaucoup moins que des frères et des sœurs. Comme leur mutuelle sympathie est moins nécessaire, elle est donc moins habituelle et de ce fait proportionnellement plus faible. Les enfants des cousins, encore moins liés, sont d'une importance encore moindre les uns aux autres, et l'affection diminue ainsi graduellement au fur et à mesure que la parenté se relâche. Ce qu'on nomme affection n'est en réalité autre chose qu'une sympathie habituelle. Notre souci du bonheur ou du malheur de ceux qui sont les objets de ce que nous nommons nos affections, notre désir de favoriser le premier et de prévenir le second sont soit le sentiment même de cette sympathie habituelle, soit la conséquence nécessaire de ce sentiment, les membres d'une famille se trouvant d'habitude dans des situations qui créent naturellement cette sympathie habituelle. On s'attend à ce qu'un degré adéquat d'affection s'instaure entre eux. Nous constatons de fait la présence de ce degré d'affection et nous nous attendons donc naturellement à ce qu'ils doivent s'y trouver. C'est pourquoi nous sommes choqués lorsque, à l'occasion, nous ne l'y trouvons pas. La règle générale est établie selon laquelle les personnes liées les unes aux autres à un certain degré doivent toujours être affectées les unes par les autres d'une certaine manière. Et nous considérons qu'il y a la plus grande inconvenance et parfois même une sorte d'impiété à ce qu'elles soient affectées de manière différente. Un parent sans tendresse parentale, un enfant dépourvu de tout respect filial paraissent des monstres, non pas seulement des objets de haine, mais d'horreur. Même si dans un cas particulier et par accident, les circonstances qui produisent habituellement ces affections naturelles peuvent ne pas exister, le respect de la règle générale, d'une certaine manière, prendra toutefois fréquemment leur place. Pour produire quelque chose qui, à défaut d'être identique à ces affections, leur ressemblera grandement. Un père est susceptible d'être moins attaché à un enfant qui, par un quelconque accident, a été séparé de lui dans sa petite enfance et qui ne retrouve pas avant l'âge adulte. Le père est susceptible de sentir moins de tendresse paternelle pour l'enfant et l'enfant moins de respect filial pour le père.
Les frères et les sœurs, lorsqu'ils ont été élevés dans des pays éloignés, sont susceptibles de sentir une semblable diminution d'affection. Néanmoins, chez l'homme de devoir et de vertu, le respect de la règle générale produira souvent quelque chose qui, sans jamais leur être identique, ressemblera beaucoup à ses affections naturelles. Même au cours de la séparation, le père et le fils, les frères et les sœurs, ne sont en aucune façon indifférents les uns aux autres. Ils se considèrent tous les uns et les autres comme des personnes à qui et de qui certaines affections sont dues, et ils vivent avec l'espoir de se trouver un jour ou l'autre dans la situation de jouir de cette amitié qui aurait naturellement dû prendre place entre des personnes si étroitement liées. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent, le fils ou le frère absent est toujours le fils ou le frère préféré. Ils n'ont jamais commis d'offense, ou sinon c'était il y a si longtemps que l'offense est pardonnée, comme un tour enfantin qui ne mérite pas d'être retenu. Chaque récit entendu sur le compte des uns des autres, pourvu qu'il ait à rapporter par des gens d'un naturel suffisamment bon, a été au plus haut point flatteur et favorable. Le fils absent, le frère absent n'est pas un fils ou un frère ordinaire, il est le fils parfait ou le frère parfait, et les espoirs les plus romanesques sont entretenus sur le bonheur qu'on aurait à jouir de l'amitié et de la conversation de telles personnes. Lorsqu'ils font connaissance, et souvent avec une disposition si forte à concevoir cette sympathie habituelle, qui constitue l'affection familiale, qu'ils sont très enclins à s'imaginer qu'ils l'ont déjà réellement conçue, et à agir les uns à l'égard des autres, comme si c'était le cas. Mais je crains toutefois que le temps et l'expérience ne les désabusent fréquemment. Une connaissance plus poussée leur fait souvent découvrir chez les uns et les autres des habitudes, des humeurs et des tendances différentes de ce qu'ils attendaient et auxquelles, par défaut de sympathie habituelle, par défaut du principe et du fondement réel de ce qu'on nomme proprement l'affection familiale, ils ne peuvent pas facilement s'adapter. Ils n'ont jamais vécu dans la situation qui force presque nécessairement à s'adapter ainsi, et quoi qu'ils puissent être désormais sincèrement désireux de le faire, ils en sont réellement devenus incapables. Leurs rencontres et leurs conversations familières deviennent vite moins agréables et du coup moins fréquentes. Ils peuvent continuer de vivre les uns avec les autres, dans un échange mutuel de tous les bons offices essentiels, avec toutes les autres apparences externes d'une honnête attention. Mais cette satisfaction cordiale, cette sympathie délicieuse, cette ouverture et ce bien-être confiant qui s'installent naturellement dans la conversation de ceux qui ont vécu longtemps et familièrement ensemble, il arrive rarement qu'ils puissent en jouir entièrement. Ce n'est toutefois que chez l'homme de devoir et de vertu que la règle générale a cette autorité, même faible. Chez le dissipé, le débauché, le vaniteux, elle est entièrement négligée. Ils sont si loin de la respecter qu'ils n'en parlent le plus souvent qu'avec la dérision, la plus indécente, et une précoce et longue séparation de ce genre ne manque jamais de les rendre complètement étrangers les uns aux autres. Chez de telles personnes, le respect de la règle générale ne peut au mieux produire qu'une civilité froide et affectée, un semblant bien terne de l'attention réelle qui, de surcroît, ne résiste communément pas à la plus insigne offense ou au plus petit conflit d'intérêts. L'éducation de garçons dans les écoles éloignées, de jeunes gens dans des collèges éloignés, de jeunes filles dans des couvents ou des pensionnats éloignés, paraît avoir essentiellement nui dans les rangs élevés à la morale domestique, et donc au bonheur domestique en France et en Angleterre. Souhaitez-vous apprendre à vos enfants à se soucier de leurs devoirs envers leurs parents et à être bons et affectueux avec leurs frères et leurs sœurs? Mettez-les dans la nécessité d'être des enfants soucieux de leurs devoirs, d'être des frères et des sœurs bons et affectueux. Éduquez-les dans votre propre maison. De la maison de leurs parents, ils peuvent convenablement et à leur avantage rejoindre tous les jours les écoles publiques, mais que leur demeure soit toujours la maison. Vous respecter doit toujours imposer à leur conduite une très utile contrainte. Les respecter peut souvent imposer à votre conduite une contrainte nullement inutile. Il n'y a certainement aucun acquis qu'on puisse obtenir par ce qu'on appelle une éducation publique, qui pourrait compenser d'aucune façon ce qu'elle fait perdre presque certainement et nécessairement. L'éducation domestique est l'institution de la nature, l'éducation publique est l'invention de l'homme. Il n'est certainement pas nécessaire de dire laquelle est susceptible d'être la plus sage. Dans certaines tragédies et certains romans, on trouve beaucoup de belles et intéressantes scènes fondées sur ce qu'on appelle la force du sang, ou sur cette étonnante affection que des parents proches sont censés concevoir les uns pour les autres, avant même de s'apercevoir qu'ils sont liés de la sorte. J'ai pourtant bien peur que cette force du sang n'existe nulle part ailleurs que dans les tragédies et les romans. Et encore, dans les tragédies et les romans, on n'imagine pas qu'elle se manifeste entre n'importe quels parents, mais entre ceux qui naturellement sont élevés dans la même maison, entre des parents et des enfants, des frères et des sœurs. Imaginez une affection si mystérieuse entre des cousins, ou même entre des oncles et des tantes, et des neveux ou des nièces, serait par trop ridicule. Dans les pays pastoraux et dans tous les pays où l'autorité du droit n'est pas suffisante pour offrir seule une parfaite sécurité à tous les membres de l'État,
Toutes les différentes branches d'une même famille choisissent communément de vivre dans le voisinage les unes des autres. Leur association est souvent nécessaire à leur défense commune. Elles sont toutes, des plus élevées aux plus basses, de plus ou moins grande importance les unes pour les autres. Leur accord renforce leur association nécessaire, leur discorde l'affaiblit toujours et peut la détruire. Elles ont davantage de relations les unes avec les autres qu'avec les membres de toute autre tribu. Les membres les plus éloignés d'une même tribu revendiquent un lien avec les autres. Et lorsque toutes les circonstances sont égales par ailleurs, ils s'attendent à être traités avec plus d'égard et d'attention que ceux qui n'y ont aucun titre. Il n'y a encore pas si longtemps, dans les hautes terres d'Écosse, les chefs avaient l'habitude de considérer le plus pauvre des hommes de leur clan comme leurs cousins et leurs parents. On dit qu'il existe le même souci étendu pour la parenté chez les Tartares, les Arabes, les Turcs et j'imagine chez toutes les nations qui se trouvent à peu près dans le même état social que celui dans lequel se trouvaient les Écossais des hautes terres au début de ce siècle. Dans les pays commerçants, où l'autorité du droit suffit toujours parfaitement à protéger le plus humble des membres de l'État, des descendants d'une même famille, n'ayant aucun motif semblable pour rester ensemble, se séparent et se dispersent naturellement selon leur intérêt ou leur penchant. Ils cessent bientôt d'avoir de l'importance les uns pour les autres, et en quelques générations non seulement perdent tout souci les uns des autres, mais même tout souvenir de leur commune origine et du lien qui unissait leurs ancêtres. Le souci des parents éloignés s'estompe de plus en plus dans tous les pays, à mesure que cet état de civilisation y est depuis longtemps et complètement établi. Il a été depuis plus longtemps et plus complètement en Angleterre qu'en Écosse, et c'est pourquoi le souci des parents éloignés est plus développé dans le second pays que dans le premier, quoique en la matière, la différence s'efface de jour en jour. Certes, les grands seigneurs de chaque pays sont fiers de rappeler et de reconnaître le lien qui les unit les uns aux autres, si éloignés qu'ils soient. Le souvenir de parents si illustres flatte considérablement leur orgueil familial, et ce n'est ni par affection ni par quoi que ce soit qui ressemble à de l'affection que ce souvenir est si soigneusement entretenu, mais par la plus frivole et la plus puérile des vanités. Qu'un parent plus humble, mais peut-être plus proche, ait l'audace de rappeler à ces grands hommes ce qui le lie à leur famille, ils manqueront rarement de lui dire combien ils sont mauvais généalogistes et misérablement informés sur l'histoire de leur propre famille. Je crains qu'on ne puisse attendre de cet ordre d'hommes aucune extension extraordinaire de ce qu'on appelle l'affection naturelle. Je considère ce qu'on appelle l'affection naturelle davantage comme l'effet du lien moral que du supposé lien physique entre le parent et l'enfant. Un mari jaloux, certes, considère souvent avec haine et aversion le malheureux enfant qu'il suppose être le fruit de l'infidélité de son épouse, malgré le lien moral, malgré le fait qu'il ait été élevé dans sa propre maison. Cet enfant est le témoignage d'une aventure très désagréable de son propre déshonneur et de la disgrâce de sa famille. Parmi des gens de bonne disposition, la nécessité ou la commodité de la conciliation mutuelle produit très souvent une amitié qui diffère peu de celle qui lie ceux qui sont nés dans la même famille. Des collègues dans une même fonction, des partenaires d'affaires s'appellent frères les uns et les autres et entretiennent le même sentiment que s'ils l'étaient réellement. Leur bonne entente est un avantage pour tous. Et ils sont passablement raisonnables s'ils sont naturellement disposés à s'entendre. Nous nous attendons à ce qu'ils y parviennent et leur désaccord est une sorte de petit scandale. Les Romains exprimaient cette sorte d'attachement par le mot necessitudo, qui semble étymologiquement désigner ce qui est imposé par la nécessité de la situation. Même la circonstance futile de vivre dans le même voisinage a un effet du même genre. Nous respectons un homme que nous voyons tous les jours, pourvu qu'il ne nous ait jamais offensés. Les voisins peuvent être très commodes ou bien très gênants les uns pour les autres. S'ils sont des gens de bonne disposition, ils sont naturellement disposés à s'entendre. Nous nous attendons à leur bonne entente, et être un mauvais voisin, c'est être un très méchant personnage. C'est pourquoi il y a certains bons offices qu'on reconnaît universellement comme étant dus à un voisin, de préférence à toute autre personne à laquelle on n'est pas ainsi lié. Cette disposition naturelle à accorder et à rendre semblables autant que possible nos sentiments, nos principes et nos affections à ceux que nous voyons établis et enracinés chez les personnes avec lesquelles nous sommes obligés de vivre et de converser la plupart du temps, est la cause des effets contagieux de la bonne comme de la mauvaise compagnie. L'homme qui s'associe avant tout aux sages et aux vertueux, quoiqu'il puisse ne pas devenir lui-même sage ou vertueux, ne peut pas s'empêcher de concevoir au moins un certain respect pour la sagesse et la vertu. Quant à l'homme qui s'associe avant tout aux débauchés et aux dissolus, il perdra bientôt au moins toute son horreur passée de manière débauchée et dissolue. La ressemblance des caractères familiaux qu'on voit si fréquemment transmis à travers plusieurs générations successives doit peut-être quelque chose à cette disposition, à nous rendre semblables à ceux avec lesquels nous sommes obligés de vivre et de converser la plupart du temps. Mais de tous les attachements pour un individu, celui qui est fondé entièrement sur l'estime et l'approbation de sa bonne conduite et de son comportement, confirmé par beaucoup d'expérience et par une longue fréquentation, est de loin le plus respectable.
naissant non pas d'une sympathie contrainte, d'une sympathie qui a été instaurée et rendue habituelle pour des raisons de commodité et de conciliation, mais d'une sympathie naturelle, du sentiment involontaire que les personnes auxquelles nous nous attachons sont les objets naturels et convenables, de l'estime et de l'approbation. De telles amitiés ne peuvent exister qu'entre des hommes de vertu. Seuls des hommes de vertu peuvent sentir cette entière confiance en la conduite et le comportement les uns des autres, une confiance qui peut à tout moment les assurer qu'ils ne peuvent jamais offenser les autres ou être offensés par eux. Le vice est toujours capricieux, la vertu seule est régulière et ordonnée. L'attachement qui est fondé sur l'amour de la vertu, de même qu'il est certainement le plus vertueux de tous les attachements, est aussi le plus heureux, le plus durable et le plus sûr. De telles amitiés n'ont pas besoin d'être confinées à une unique personne, mais elles peuvent sans danger embrasser tous les sages et les vertueux avec lesquels nous avons été depuis longtemps et intimement en relation, et à la sagesse et à la vertu desquels nous pouvons de ce fait entièrement nous remettre. Ceux qui voudraient confiner l'amitié à deux personnes semblent confondre la sage sûreté de l'amitié avec la jalousie et la folie de l'amour. L'intimité active, aveugle et fantasque des jeunes gens fondés communément sur de petites ressemblances de caractère, aucunement liées à la bonne conduite, sur un goût peut-être pour les mêmes études, les mêmes jeux, les mêmes divertissements, ou encore sur leur partage d'une opinion ou d'un principe particulier qui les distinguerait du commun. Cette intimité qu'un caprice fait naître et à laquelle un caprice mettra fin, si agréable qu'elle puisse paraître tant qu'elle dure, ne peut en aucun cas mériter le nom sacré et vénérable d'amitié. De toutes les personnes que la nature désigne à notre bienfaisance particulière, il n'y en a pas toutefois vers qui ce sentiment semble plus convenablement dirigé que vers ceux de la bienfaisance, desquels nous avons déjà fait l'expérience. La nature, qui a formé les hommes pour cette mutuelle bonté, si nécessaire à leur bonheur, fait de chacun homme l'objet particulier de la bonté de ceux envers lesquels il a lui-même été bon. Quoique leur gratitude puisse ne pas correspondre toujours à sa bienfaisance, le sens de son mérite, la gratitude sympathique du spectateur impartial y correspond toujours. L'indignation générale des autres gens contre la bassesse de leur ingratitude pourra même parfois accroître le sens général de son mérite. Aucun homme bienveillant n'a jamais totalement perdu les fruits de sa bienveillance. S'il ne les recueille pas toujours des personnes desquelles il aurait dû les recueillir, il manque rarement de les recueillir, avec un gain décuplé des autres gens. La bonté est la mère de la bonté, et si d'être aimé par nos frères est le principal objet de notre ambition, le moyen le plus sûr de l'obtenir est de leur montrer par notre conduite que nous les aimons réellement. Après les personnes qui sont recommandées à notre bienfaisance par leur lien avec nous, par leur qualité personnelle ou par leur service passé, viennent celles qui réclament non pas ce qu'on nomme notre amitié, mais notre attention bienveillante et nos bons offices. Les hommes qui se distinguent par leur situation extraordinaire, les très fortunés ou les très infortunés, les riches et les puissants, ou les pauvres et les misérables. La distinction des rangs, la paix et l'ordre de la société sont dans une grande mesure fondés sur le respect que nous concevons naturellement pour les premiers. Le soulagement et la consolation de la misère humaine dépendent entièrement de notre compassion pour les seconds. La paix et l'ordre de la société importent plus encore que le soulagement des misérables. Notre respect pour les grands est donc surtout susceptible d'offenser par son excès, et notre affinité avec les misérables par son défaut. Les moralistes nous exhortent à la charité et à la compassion. Ils nous préviennent contre la fascination de la grandeur. Cette fascination est en effet si puissante que les riches et les grands sont trop souvent préférés aux sages et aux vertueux. La nature a sagement jugé que la distinction des rangs, la paix et l'ordre de la société reposerait plus sûrement sur cette différence claire et palpable qu'est la différence de naissance et de fortune que sur la différence de sagesse et de vertu, invisible et souvent incertaine. Le regard dépourvu d'acuité de la grande foule du genre humain peut percevoir suffisamment clairement la première. C'est avec difficulté que le subtil discernement du sage et du vertueux peut parfois distinguer la seconde, dans l'ordre suivant lequel les individus sont recommandés à notre soin. Dans la bienveillance et sagesse de la nature est également évidente. Il n'est peut-être pas nécessaire de faire remarquer que la combinaison de deux ou plus de ces causes qui excitent la bonté accroît la bonté. La faveur et la partialité dont nous faisons naturellement preuve envers la grandeur lorsqu'il n'y a pas d'envie dans le cas considéré sont considérablement accrues lorsque la grandeur s'ajoute à la sagesse et la vertu. Si en dépit de cette sagesse et de cette vertu, le grand homme devait sombrer dans ses infortunes, ses dangers et ses détresses, auxquelles les situations les plus exaltées sont souvent les plus exposées, nous serions bien plus intéressés par son sort que nous serions par celui d'une personne également vertueuse, mais de plus humble condition. Les sujets de tragédie et de romans les plus intéressants sont les infortunes des rois et des princes vertueux et magnanimes.
S'ils parviennent par la sagesse et la virilité de leurs actions à s'extraire de ces infortunes et à retrouver entièrement la supériorité et la sécurité qui étaient les leurs, nous ne pouvons nous empêcher de les considérer avec l'admiration la plus enthousiaste et même la plus extravagante. La peine que nous sentions pour leur détresse et la joie que nous sentons pour leur prospérité semblent se combiner en rehaussant cette admiration partiale que nous concevons naturellement à la fois pour leurs conditions et pour leur caractère. Lorsque ces différentes affections bienfaisantes nous conduisent dans des directions différentes, il est peut-être impossible de déterminer à l'aide de règles précises dans quel cas nous devrions obéir à l'une plutôt qu'à l'autre. Dans quel cas l'amitié doit céder à la gratitude, ou la gratitude à l'amitié. Dans quel cas la plus forte des affections naturelles doit céder à un souci de la sûreté de ses supérieurs, dont dépend souvent la sûreté de la société tout entière, et dans quel cas l'affection naturelle peut sans inconvénance prévaloir sur ce souci. Ces décisions doivent revenir entièrement à l'homme au-dedans du cœur, au supposé spectateur impartial, ou au grand juge et arbitre de notre conduite. Si nous nous plaçons complètement dans sa situation, si nous nous regardons réellement avec ses yeux comme il nous regarde, et si nous écoutons avec une attention diligente et respectueuse ce qu'il nous suggère, sa voix ne nous décevra jamais. Nous n'aurons besoin d'aucune règle casuistique pour diriger notre conduite. Il est souvent impossible d'accorder ces dernières à tous les différents degrés et nuances de circonstances, de caractère et de situation, à des différences et des distinctions qui, sans être imperceptibles, restent souvent indéfinissables par leur subtilité et leur délicatesse. Dans cette belle tragédie de Voltaire, l'orphelin de la Chine, alors que nous admirons la magnanimité de Zamti, décidé à sacrifier la vie de son pauvre fils pour sauver celle du dernier faible rejeton de ses anciens souverains et maîtres, non seulement nous pardonnons, mais nous aimons la tendresse maternelle d'Idam, qui, au risque de découvrir l'important secret de son mari, retire son enfant des mains cruelles des Tartares, au